Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission, le jury du dimanche, iRadio ITV, qui a le plaisir de recevoir professeur Daouda Ndiaye, chef du département de parasitologie de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour, professeur. Bonjour, Mamadou. Son nom est intimement lié à la lutte contre le paludisme. Son histoire avec cette maladie est avant tout une histoire personnelle. Adolescent déjà, il a failli être emporté par la malaria. La maladie l'avait tellement alité qu'il était tombé dans le coma. C'est peut-être depuis ce jour que Daouda Ndiaye s'est promis d'engager la bataille contre le paludisme et l'arme de guerre est tout trouvé. En effet, il jette son dévolu sur la médecine dont le résultat aujourd'hui est la conception en 2016 d'un nouveau test pour détecter le paludisme dénommé Illumigène Malaria. Une opportunité, on le dira, pour le Sénégal engagé depuis des années dans un programme d'élimination du paludisme, de voir un de ses enfants réaliser une telle prouesse scientifique. Il a fallu pour y arriver une quinzaine d'années de recherche appuyée par la prestigieuse université américaine de Harvard à Boston. Mais professeur Ndiaye est-il prophète chez lui? C'est certainement la question la plus simple ou la plus difficile à laquelle le chef du département de parasitologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar aura à répondre dans un contexte d'épidémie de toutes sortes. Nous faisons ainsi allusion à l'épidémie de coronavirus qui fait actuellement des ravages en Chine. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera, avait prédit un grand penseur et homme politique. Le paraphrasant dans le domaine de la santé, on pourrait dire « Quand la Chine éternue, le reste du monde s'enrhume et c'est le coronavirus pour tout ça ». L'Organisation mondiale de la santé, dont professeur Ndiaye est conseiller technique, vient de décréter comme urgence internationale l'épidémie qui sévit au pays de Mao. L'invité du jury du dimanche est également conseiller spécial à l'université Harvard de Boston aux États-Unis. Il a siégé au conseil exécutif et siège encore d'ailleurs au conseil exécutif de la Société américaine de médecine tropicale et collabore avec la célèbre fondation Bill et Melinda. Daouda Ndiaye a créé un mouvement dénommé Action et occupe le terrain social. Version masculine de Mère Teresa, pour reprendre nos confrères de l'AS, le terrain social en attendant le terrain politique. Il répondra à toutes ces questions dans ce JDD. Bienvenue donc, professeur, et merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par le coronavirus. Y a-t-il réellement des risques de propagation de l'épidémie aujourd'hui, quand on sait que l'OMS, dont vous êtes le conseiller, a alerté, a sonné l'alerte? Merci Mamadou de l'invitation et d'abord pour vous féliciter pour votre nouveau défi avec iTélé, iRadio par rapport à tout ce que vous avez fait pour le monde audiovisuel, mais également la communication tout court au Sénégal. Donc bon vent. Merci. Et que Dieu vous accompagne. Merci. Pour revenir à la question, oui, il y a des risques réels de cette infection par rapport à qui est déclarée en réalité aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé comme une urgence de santé publique à portée internationale. Ça veut dire tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une menace réelle à tous les niveaux, au niveau international. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce matin, même l'Australie vient de fermer, en tout cas, ses frontières aux étrangers, particulièrement aux Chinois. Le Vietnam a annulé tous ses vols en provenance ou en direction de la Chine et pas mal de pays sont en train de se préparer. Ça veut dire aujourd'hui que même le monde diplomatique est en train de recevoir un coup par rapport à ce coronavirus, pour lequel, en réalité, nous sommes tous concernés et inquiets à la fois. J'avoue également que des institutions avec lesquelles je travaille, notamment le CDC Atlanta, le Conseil américain de médecine tropicale, ou récemment le CDC Africa avec l'Union africaine, ont eu à prendre des devants. Depuis l'histoire de l'Ebola en 2014, et il y a eu l'appui de la Banque mondiale, qui ont en tout cas la Banque mondiale, les organisations internationales, les partenaires techniques qui sont l'OMS, le CDC, ont créé ce qu'on appelle le One Health, la santé, une seule santé, pour dire que maintenant il n'y a plus de paludisme tout court, il n'y a plus de maladies émergentes, il n'y a plus de tuberculose, c'est une même santé qui concerne tous les experts. Et récemment, comme je l'ai dit, j'ai été à Addis Abeba sur invitation de l'Union africaine avec la fondation Bill Gates
pour également anticiper sur des questions de maladies émergentes, même avant l'arrivée de ce virus, de ce coronavirus apparu réellement en Chine en décembre. Récemment, entre le 15 et le 17 janvier, j'étais à retour à l'Union africaine en Éthiopie. C'était pour préparer l'Afrique par rapport à ce coronavirus, pour voir est-ce que les institutions africaines, en tout cas les pays de tous bords sont préparés sur le plan de la prise en charge, sur le plan de la prévention, mais également, surtout, sur les méthodes de dépistage. Ce qui fait que nous sommes conscients que c'est une menace à l'échelle nationale, mais également internationale. Justement, qu'est-ce que doit faire le Sénégal quand vous rappeliez tout à l'heure que certains pays ont même fermé leurs frontières? Est-ce que le Sénégal doit en faire de même? Aller jusqu'à la fermeture des frontières, c'est aller trop loin. Même si effectivement, quand une maladie telle que le corona fait en tout cas un taux de mortalité de 2 ou 3%, avec un peu important des gants, parce qu'on ne sait pas réellement, on ne comprend pas réellement ce virus en dehors de l'aspect génétique, qui est vraiment maintenant connu et en tout cas séquencé avec tous ces cas récents. Avec aujourd'hui la barre des plus de 11 000 cas franchis, oui, le Sénégal, comme d'autres pays, comme je l'ai dit, déroule par rapport à l'Organisation mondiale de la santé. N'oublions pas que c'est l'Organisation mondiale de la santé qui met en place des directives et aux pays de les adapter et de les mettre en œuvre. Oui, le Sénégal est en train effectivement de mettre en place ces stratégies. Depuis le cas de l'Ebola, ce sont pratiquement les mêmes stratégies qui sont là dans le cadre des maladies réémergentes. C'est d'abord le renforcement des systèmes de surveillance épidémiologique, ça c'est clair. Le renforcement des services d'urgence, parce que c'est une maladie qui doit être prise en charge en urgence, au niveau des hôpitaux, au niveau des structures de santé, par une communication, mais également une sensibilisation, mais également la préparation du corps médical. Nous avons tous été interpellés par le ministère de la Santé, par des notes techniques, parce que le Sénégal, quand même, quoi qu'on puisse dire, dispose d'experts, un personnel de santé aguerri en matière de prise en charge des maladies comme celle-là. Les frontières également sont en train d'être contrôlées, que ce soit les ports, les aéroports. Il y a des stratégies qui sont mises en place pour essayer de voir tout cas suspect. Parce qu'aujourd'hui, les cas suspects, en tout cas, le premier signe reste la fièvre, mais quelqu'un peut venir avec d'autres symptômes qui ne sont pas visibles comme ça, notamment la toux qui ne peut être visible tout de suite quand on traverse les aéroports, et la diarrhée extrême ou les syndromes digestifs. Est-ce que vous avez enregistré des cas suspects au jour d'aujourd'hui? Pas en Afrique. Sans chercher à semer la panique ou la pas psychose. Du tout. Oui. En Afrique, il y a eu des cas d'alerte en Côte d'Ivoire, avec le CDC Atlanta, comme je l'ai dit. Nous travaillons aujourd'hui dans un réseau, mais ça n'a pas été confirmé. Au Sénégal, ce n'est pas encore le cas. Mais, comme je l'ai dit, ce qui doit être fait a été fait par le ministère de la Santé en étroite collaboration avec les personnels de santé et les différents ministères, parce que c'est une histoire qui ne concerne pas uniquement un ministère, notamment le ministère de la Santé, les transports aériens, la police, la gendarmerie. Parce que lorsqu'il s'agira demain de traquer un cas, ce ne sera pas uniquement au ministère de la Santé de le faire. C'est ce qui se fait à l'échelle. Ce qui se fait au Nigeria, c'est la police, la gendarmerie, l'armée même s'il le faut, le ministère du Tourisme et des Transports. Parce que tout cas suspect qui doit être traqué. Pour le tracking, ce n'est pas uniquement le ministère. Même le secteur privé ne sera pas mis en rade, parce que si on prend également l'histoire toujours du Nigeria, qui est le pays sur lequel on a beaucoup appris avec la gestion de l'Ebola, notamment le Nigeria, la Sierra Leone ou le Libéria, là-bas même les privés, notamment les compagnies aériennes privées, ont eu à mettre à la disposition de leur État, en tout cas des avions privés, pour permettre d'aller à des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres, aller rechercher des personnes qui étaient ciblées, étaient en contact avec des personnes contaminées, pour pouvoir quand même encercler, endiguer en tout cas cette pandémie par l'encerclement des cas suspects pour éviter les contagions, parce que la contamination est très rapide. Justement, avant de revenir sur la stratégie, c'était ma question, qu'est-ce que ce virus appelé Corona a de si particulier? Si particulier, oui. Parce que d'abord, ce qui est malheureusement le cas pour ce virus, sur le plan d'abord scientifique, sur le plan génétique, c'est un virus qui mute tout de suite lors de la transmission. Donc lorsqu'il est transmis d'une personne à une autre, le virus change de système génétique. Et quand on parle de système génétique, c'est tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à avoir un vaccin. Les scientifiques se penchent depuis longtemps sur ce cas de vaccin par rapport à ce virus, mais il devient complexe et difficile. C'est pourquoi même les taux dont on nous donne, par-ci, par-là, 2% de taux de mortalité, 3%, ou etc., c'est d'abord ce cas. La difficulté de contrôler ce virus parce qu'il mute d'une minute à l'autre par rapport aux individus. Ce qui fait qu'il y a des études qui sont en train d'être menées in vitro. Il n'y a que ça aujourd'hui pour nous. La meilleure façon de pouvoir comprendre ce virus, c'est de le transférer de l'homme au laboratoire
et le voir in vitro, sous forme d'étude cellulaire, et voir exactement comment il se comporte pour pouvoir le comprendre réellement. On ne le comprend pas. Et l'autre aspect sur le plan de la transmission. Pour un rayon de 1 mètre, à travers les gouttelettes rejetées par les salives, lorsqu'on parle, par les nez avec l'éternuement, etc., tout de suite la contamination peut avoir lieu, en tout cas par rapport à ce virus. Même si d'autres ont dit qu'il y a, c'est ça la vérité d'une part en réalité sur le plan scientifique, que ce virus est d'abord originaire de l'animal. Et c'est malheureusement le cas pour la plupart des maladies émergentes et réémergentes. Le cas de l'Ebola est là, on a vu le Lassa virus, on voit aujourd'hui le corona. D'autres virus vont probablement venir malheureusement, et on a l'impression que les pays, c'est parce que si aujourd'hui la Chine, une grande puissance, est pratiquement à terre par rapport à ce virus, où maintenant même l'Organisation mondiale de la santé est venue pour dire non, la Chine fait partie du monde, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui le monde est en train d'exclure la Chine, parce qu'une grande puissance comme celle-là est en train de tomber à terre par rapport à un virus. Plus d'1 milliard de personnes, à telle enseigne et qui sont partout aussi, les Chinois, il faut le dire. Oui. Qui sont partout, qui sont chez nous. Beaucoup, et aujourd'hui, Mamadou, la libre circulation des biens des personnes est devenue un droit pour tout citoyen à travers ce monde. Mais on est aujourd'hui en face de l'obstruction, un blocage par rapport à ça. Ça veut dire quoi? Il y a des paniques à travers ce monde. Et ça se comprend au niveau des décideurs, même si ça ne se justifie pas. Parce que pour moi, il faut d'abord protéger son pays. Si on a un système de prévention efficace, aujourd'hui le Sénégal, il y a ce qu'on appelle le CIOS, le Centre des opérations d'urgence du Sénégal, mais également le ministère de la Santé comme d'autres programmes. L'objectif, c'est d'abord d'encercler et de protéger ce pays. Parce que bloquer le mouvement des personnes et des biens, ce ne sera pas la solution pour ce virus qui, j'en suis persuadé, continuera, si on ne prend pas garde, son chemin. Il n'y a pas de vaccin. Les méthodes de diagnostic restent limitées. Si on prend le cas de l'Afrique, il y a peu d'institutions, en tout cas africaines, qui ont la capacité de diagnostiquer correctement ce virus. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le real-time PCR, mais c'est beaucoup plus une approche, mais la vraie méthode de diagnostic demeure le séquençage, notamment la métagénomique. Et peu d'institutions, il n'y a pas 10 institutions en Afrique qui ont cette expertise. Donc, moi, dire qu'on va isoler la Chine, et demain, qu'est-ce qui se passera si c'est l'Afrique? Si ça ne passera pas, si c'est le Sénégal, la meilleure stratégie, ce n'est pas de dire on va bloquer, on va interdire. Non, c'est de laisser les personnes se mouvoir correctement, mais surtout préparer le système dans la prise en charge, mais surtout dans la prévention. Oui, vous dites il ne faut pas fermer les frontières. En tout cas, c'est ce que vous préconisez pour l'instant pour le cas du Sénégal. Faut-il rapatrier alors nos compatriotes vivant dans la province de Wuhan en Chine? Oui, en tout cas, c'est la stratégie de tout. Certains pays sont en train de le faire. Les pays européens sont en train de le faire. Les Américains même sont en train de se préparer pour ça. Je sais clairement qu'aujourd'hui, l'Europe est en train de se préparer pour ça. Oui. Bon, c'est une problématique diplomatique d'abord. C'est un problème diplomatique d'abord. Deuxièmement, pour moi, la meilleure stratégie, parce qu'il faut prévoir ce qui se passera demain. Encore une fois, si ce scénario se passerait demain en Afrique, est-ce que nous serons prêts à accepter cela, à comprendre ça et être isolés? C'est vrai que le rapatriement, je suis d'accord, mais le rapatriement, on doit comprendre que ce n'est pas uniquement la solution. Pour moi, la vraie solution, c'est d'abord de faire en sorte que nos compatriotes qui sont en Chine, notamment à Wuhan, principalement ou dans d'autres contrées de la Chine, soient dans des rayons de sécurité sur le plan médical, sur le plan préventif. Est-ce que envoyer de l'argent est une solution? Oui, on a annoncé que c'est la psychose, c'est normal. De l'État a envoyé... Psychologiquement, ça aidera. Ça aide parce que c'est eux qui demandent. En réalité, aujourd'hui, quand les populations veulent une chose, quand le monde décide une chose, c'est difficile de contrecarrer. Du moins, ou scientifiquement, comme je l'ai dit, il y a une sorte de psychose globale à l'échelle mondiale. Donc oui, ce n'est pas une solution parce que ce n'est pas cela qui va éviter au Sénégal d'avoir des cas de coronavirus, on est d'accord. Oui. Si on rapatrie tous les Sénégalais, il y a d'autres personnes qui vont venir. Certainement, c'est parce qu'on veut protéger ces Sénégalais qui sont dans un pays endémique. Parce qu'effectivement, quand on voit une pandémie comme ça, la première chose qu'il faudra chercher était de comprendre, est-ce que nous sommes en zone d'endémie ou on a voyagé en zone d'endémie? C'est un risque. Donc oui, ces Sénégalais qui sont là-bas sont en risque de faire cette maladie, ça c'est clair. Et maintenant, la première chose à mon humble avis, c'est de les sécuriser d'abord là-bas. C'est de sécuriser ces Sénégalais en faisant en sorte qu'ils ont les informations, ils comprennent comment faire pour éviter la maladie et ils maîtrisent leur déplacement et qu'il y ait des systèmes de réfèrement rapide en cas de problème. C'est beaucoup plus ça l'importance que de dire qu'on les répatrie tout de suite ou
Préparons-le d'abord, aidons-le à gérer la situation et éventuellement, si on peut les rapatrier, on le fera. Professeur Daouda Ndiaye est le chef du département de parasitologie de l'UCAD. Il est l'invité du jury du dimanche iRadio ITV. Le coronavirus peut être mortel. Il est mortel. Je l'ai dit tout à l'heure, le taux de létalité est entre 2 à 3%. Parce que malheureusement, c'est vrai que vous avez l'impression qu'il commence par un syndrome grippal banal, avec une toux, une diarrhée, une fièvre d'abord, des syndromes digestifs, mais qui évoluent vers une infection respiratoire aiguë et qui peut être mortelle. Donc oui, cette infection est mortelle. C'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui sur les 11 000 cas répertoriés en Chine, la barre des 255 décès a été franchie. Pour certains pays, même avec 5 cas, on peut avoir un décès. Le risque est réel. Et malheureusement, pourquoi c'est mortel? Il n'y a pas un traitement étiologique, il n'y a qu'un traitement symptomatique. Ça veut dire qu'on ne peut que traiter les symptômes. Il n'y a pas de vaccin. Donc oui, c'est une maladie mortelle et dangereuse même à la limite. Et vous savez, quand il y a ce genre de situation dans le monde, beaucoup de messages circulent, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont devenus aujourd'hui un moyen de communication, pour ne pas dire de propagation de toutes sortes d'informations. Un message que j'ai reçu sur WhatsApp: bonne nouvelle, le virus corona de Wuhan peut être guéri par un bol d'ail fraîchement bouilli. Un vieux docteur chinois a prouvé son efficacité. De nombreux patients ont également prouvé leur efficacité. Il faut prendre 8 gousses d'ail hachées, ajouter 7 tasses d'eau et porter cela à ébullition. Mangez et buvez l'eau d'ail bouillie. L'amélioration et la guérison pendant la nuit sont garanties. Heureux de partager cela tel que reçu. C'est comme cela qu'on m'a transféré le message. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me rappelle même pour le paludisme, on vous dira qu'il y a des bains avec les plantes d'artémisinine, ça permet de guérir. C'est normal. Pour moi, ce sont des fake news. Ce sont des fake news. Comme je l'ai dit, pour traiter un virus, il faut le comprendre. Et on n'a pas fini de comprendre ce virus-là. Ni en matière de diagnostic, encore moins. En matière de prise en charge, de traitement, encore moins de vaccins. Pour moi, la première chose, en tout cas, la chose sur laquelle il faut insister, c'est la prévention auprès des populations. Le lavage des mains, le fait de se couvrir le nez et la bouche quand on a une infection, en tout cas respiratoire, ou quand on pense être en contact des personnes contaminées dans un rayon, etc., de 2 mètres, etc. Lavage des mains, et aller à l'hôpital le plus proche en cas de fièvre. Et ça, c'est uniquement pour le coronavirus, c'est dans le cadre du One Health. Ça va être le palu, c'est n'importe quel parasite en fait maladie. Allez tout de suite aux structures de santé, en tout cas à la structure la plus proche, pour une prise en charge. C'est beaucoup plus pertinent que de penser à ça. Oui. Pour moi, ce sont juste des fake news, ça ne se justifie pas et ce n'est pas en réalité une solution. Quelles sont les maladies qui s'apparentent au coronavirus? Vous l'avez vu, vous avez vu le cas de Ebola qui était là, pas en matière de transmission, mais en matière de létalité. Vous avez, comme je l'ai dit, comme syndrome grippal, comme un syndrome grippal. C'est un virus ARN dans le cadre de orthocoronaviride, donc qui fait qu'en réalité, ils sont assez nombreux, ces virus. Malheureusement, ce sont des virus qui peuvent être chez l'animal, inaperçus, et qui peuvent tout de suite venir chez l'homme. C'est un ensemble de virus sur lesquels personnellement je travaille avec mon équipe depuis au moins 5 ans dans le cadre du programme USAID Predict, à travers les parcs nationaux, notamment à Xinjiang. Et on se rend compte que la plupart de ces virus qui sont là sont apparentés à d'autres virus qui ne sont pas du tout, en tout cas, des virus dangereux pour les animaux, mais dès qu'ils passent chez l'homme, ils deviennent malheureusement des virus dangereux parce que le système immunitaire de l'homme, la complexité sur le plan de la prévention immunitaire chez l'animal est différente de chez nous, ce qui fait que tous les virus qui passent chez l'animal, qui passent par chez l'homme, deviennent des maladies graves. Et c'est pourquoi il est important qu'on revoie l'écosystème, qu'on revoie notre relation avec les animaux, surtout les animaux sauvages, qu'on veut aujourd'hui domestiquer. On voit aujourd'hui que nous sommes très proches de ces animaux, que ce soit des mammifères, que ce soit aujourd'hui des chauves-souris, des oiseaux du manière générale. Il faudrait qu'on soit très très prudent. Parce que comme je l'ai dit, hier on avait Ebola avec ces singes. Aujourd'hui on a le corona avec les mammifères et les oiseaux. Certains pensent que ce sont des chauves-souris et autres. Et demain on aura d'autres virus. Tant que l'écosystème qui est en train d'être perturbé n'est pas maîtrisé, et c'est là où également la gestion de l'environnement, notamment des déchets domestiques, des déchets de toutes sortes doivent être maintenus. Parce que si on ne prend pas garde, on arrivera à un moment où
ce ne sera pas un seul corona, mais c'est beaucoup d'autres maladies qui vont en même temps venir. Et malheureusement, si ça tombe en Afrique, où le système de santé est toujours fragile, où les moyens sont limités, vous voyez qu'en Chine, ils ont tout de suite essayé même de créer des hôpitaux, mettre en tout cas le dispositif qu'il faut parce qu'ils ont les moyens. Si demain c'est le cas du Sénégal ou de l'Afrique, on risque d'avoir des catastrophes dans notre continent. Donc préparons-nous à ça, revoyons notre écosystème, la propreté, la gestion de l'environnement et surtout le renforcement du système de santé pour qu'on puisse arriver à maîtriser ces fléaux au plan mondial. Ce que vous dites est tellement important qu'il y a une demande sociale qui m'a été faite pour cette émission disant qu'il fallait la faire en wolof. Je vais faire une petite entorsion à la règle ci wolof li nga mujjee wax ni professeur Daouda Ndiaye coronavirus feebar bi nga xamante ni fu mu nekk nii mi ngi Chine ñu am sax ay mbokk sénégalais yu nekk foofu xam nga Chine moom réew mu mag la fu mu nekk nii ñi bëri walla ñëpp am nañu tiitaange ci feebar boobu lan mooy feebar boobu lan lay nuróol ci feebar yi ñu xam ak nan la ñuy fexe pour ñu bañ koo am ci yu gàtt rek quoi. virus la boo xam ne jàngoro boo xam ne dañ ci war a tiit c'est ça la loolu mooy li war a am parce que day rey boo jëlee téeméer bi ci nekk fu mu toll nii ñun scientifique ñu naan dina rey ñaar wala ñett ci téeméer yi te loolu sax leerul ci ñun parce que lu bees la jàngoro la boo xam ne lu bees la comprendre guñ ko nuñ ko war a comprendre parce que chaque jour bu jógee ci kenn jógee ci keneen day changer donc moo tax amul garab bu ko faj amagul vaccin li ci am solo mooy ñu xam ne ñun ñëpp dañoo war a dolli aar bi prévention bi mooy lan mooy lépp lu nga xam ne mën na ko indi ci ñun wala ci dëkk bi dañ ko war a moytu mooy d'abord cet bi il faut que nit ñi dolli cet c'est-à-dire que bu fekkente ne gis nga doomu aadama boo xam ne parce que dëkk bu nekk mën na ko am région bu nekk mën na ko am ñëwagul Sénégal ñëwagul Afrique fu mu toll nii alhamdulilah mi nga Chine mais boo xoolee lu mel ni ay dëkk yu mel ni Australie tëj nañu seen dëkk ci ñenn ñi jógee comme yu mel ni Chine bi mooy loo xam ne la ci ay tuflit wala ay ci li génn ci bakken bu nit ki tisoolee bu ko génnee bu fekkee mètre la dégg yow mën na la ko jox te pour mu feeñ ci yow mën na def fukki fan ak ñeent ñeneen nañ fukki fan juróomi fan mu génn te bu génnee kenn mënu ko téye te boo koy xool booy raxas sa loxo wala nga jël ay masque def ko ci sa gémmiñ bu fekkee am nga loo yaakaar ne da nga am lu mel ni ay soj wala yu mel noonu lu xaw a compliqué mënut a wér da nga koy def pour que doo ko wàlle keneen képp koo dëkkal aussi koo gis ne am na lu mel ni loolu pas que ku soj rek ñu yaakaar def ko am déedéet yenn soj yi la ñuy wax ak yenn infection yi nga xam ne daal dañu duróog lu mel noonu bu fekkee ne dafa xaw metti booy nekk ak moom kii ko te nga rapidement ngeen di ko l'hôpital parce que Sénégal préparé nañu dëkk bi ba nga xam ne lépp lu fi ñëwoon tey parce que médecins yi am nañu xarañte bi hôpitaux yi préparé nañ leen te lépp luy saytu jàngoor aussi comment def nañ ko même ba ci frontières yi aéroports yi ak ports yi Sénégal def nañ ko li muy nduróol mooy loo xam ne comme soj lay nduróol rhume comme ni ñu ko mën a waxee rhume lay nduróol bu simple rek après mu indi yaram bu tàng indi ay tout sa xët indi yenn saa yi biir buy daw yu mel noonu ay biir yu metti te loolu boo ko gisee rek en tout cas ku ko mën a gis parce que comme ni wax mën na fi ñëw da ngay daw l'hôpital te malheureusement il faut nga def ko parce que boo ko defulee mën na la rey parce que comme li ma wax mooy amul garab pour faj ko li fi am mooy bu fekkente ne loolu dal na la soj bi mën nañ ko faj feebar bu metti tàng bi mën nañ ko faj mais leen mënuñu ko faj mais na seen xel seen doomu aadama yi dalal seen xel Sénégal préparé wu nañu pour ça te du Sénégal rek Afrique ci boobu ñoo préparé wul man wax naa ko fukki fan ak ñeent juróom ci weer bi maa ngi woon Éthiopie Union africaine ci lii lañ doon waxtaanee pour ñu préparer ko pour l'Afrique ndax war nañu tëj suñu frontière comme yeneen dëkk yi waruñu ko tëj chinois yi nga xam ne dootuñu dugg ci dëkk bi wala yu mel noonu waruñu ko tëj d'abord ça waruñu ko tëj parce que bu fekkee tëj nañ ko ñun Sénégal suba wala Afrique ñaanuñu ko yàlla bu fa amee est-ce que ñun bu ñu ko tëjee est-ce que dañ ci génn li am solo mooy lépp luy aar gàncax bi environnement bi mooy cet gi mooy ñu xam ne cet gi lépp ci set bi la nekk parce que tey mbalit bi dafa bari ci àdduna te mbalit boobu ci lépp la ñuy nekk dañoo essayer li ñuy dund ak mala yi yenn mala yi ñu xam ne lépp kuy dund mala même mala boo xam ne ci kër gi la soytu ko parce que boo xoolee tey li tax ñu am problème malade jàngoro yu bëri nekkoon ci mala yi ñoo ñëw ci nit ñi bu fekkee ci ne mala bi préparé wu na mais jàngoro boo gis mu nekk ci mala bu ñëwee ci doomu aadama da lay lor démb Ebola wala woon tey corona la suba la leen donc nañu gën a lëkkaloo muy bu pour loolu aussi ñu xam ne ëllëg muy tey muy suba ñu mel ni ay environnement bi ministère bi takk der yi ñu ñëpp dañ leen soxla pour ñu liggéey pour nga xam ne daal lu mel ni du am problème Sénégal. Nous poursuivons cette émission le Jury du dimanche en français, iRadio ITV avec le professeur Daouda Ndiaye. Une question également posée par les Facebookers.
Le Sénégal avait efficacement résisté à l'épidémie à virus Ebola. Un seul cas dit importé avait été signalé à l'époque. Est-ce à dire que nos stratégies sont assez bien éprouvées face aux maladies épidémiologiques comme le coronavirus? Tout à fait, c'est là où je rassure les Sénégalais. Le Sénégal est un pays exemplaire en Afrique. Et ce n'est pas pour rien que j'ai été coopté au niveau du CDC Africa, dans le cadre de l'Union européenne, pour faire partie des poules d'experts dans le cadre du One Health. Oui, nous avons un système de santé performant. Quelles que soient les failles que nous notons par-ci, par-là, le système de prévention du Sénégal est un des meilleurs en Afrique. J'ai fait le tour du monde, hein. Je connais pas mal de pays que je conseille en matière de santé. C'est un pays où d'abord il y a des experts. C'est d'abord les ressources humaines. Nous avons les ressources humaines. Nous avons identifié les priorités, déterminer les objectifs, maintenant les outils. Et les outils, c'est d'abord les ressources humaines, c'est d'abord la vision stratégique en matière de prévention. On a non seulement, au-delà même du ministère de la Santé, avec le département de prévention que nous connaissons, nous avons ce qu'on appelle le Centre des œuvres d'opération du Sénégal, CES. Avec les partenaires techniques, le Sénégal est l'un des rares pays où quand même nous avons les bras armés techniques, nous avons les universités, les chercheurs que nous sommes. Il y a l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre des partenaires techniques. Nous avons également le CDC Atlanta qui aujourd'hui est une référence à travers le monde pour endiguer des fléaux comme ça. Nous avons l'appui des décideurs, notamment la Banque mondiale. Nous avons l'USAID, nous avons les banques islamiques, tout ça, qui ont fait en sorte que le Sénégal est préparé pour contrôler tous ces fléaux. Et raison pour laquelle également nous félicitons le ministère de la Santé, mais beaucoup plus les spécialistes de la santé, les médecins, les infirmiers, qui sont aujourd'hui au devant pour gérer ces fléaux. Et ce sont des situations comme ça qu'on comprend la puissance d'un pays en matière de santé, et non pas l'aspect curatif. L'aspect curatif est capital, mais d'abord, en matière de santé, il y a deux aspects, Mamadou. Il y a le préventif et le curatif. On a vu avec Ebola un cas qui a été géré à l'échelle nationale. Le Nigeria, qui est la première puissance en Afrique, d'après la Banque mondiale, a vécu des situations difficiles par rapport à Ebola. Et au Sénégal, avec le cas importé que nous avons eu, on a pu contrôler ça. Donc, que ce soit le corona ou d'autres fléaux, mais ne dormons pas sous le laurier. Ça ne veut pas dire que tout est OK, demain il n'y aura pas de problème. Pour éviter ce qui s'est passé en France, quand le ministre de la Santé a dit qu'il n'y aura pas de problème, et on a vu ce qui s'est passé, il y a eu des cas. Donc, oui, on est préparé, mais ne soyons pas trop sûrs de nous. Il faut aller vers des choses qui rassurent et qui assurent la santé. Est-ce qu'il y a un état-major, une mise en place d'une sorte d'état-major aujourd'hui au Sénégal? Oui, je pense que je ne suis pas concerné au niveau du pays. Je suis concerné pour l'Union africaine, mais au niveau du pays, je ne suis pas concerné. Mais j'ai vu le ministère communiquer sur ça, j'ai vu qu'ils sont en train de travailler. Tant mieux pour le Sénégal. En tout cas, nous, ce que nous avons dit au CDC, parce que le CDC a répertorié pas mal d'institutions et d'experts pour accompagner les pays par rapport à One Health, pour gérer ces genres d'épidémies. Et mon laboratoire en fait partie, mon institution en fait partie, pour que demain, qu'on puisse aider les pays à le faire. Mais le Sénégal, je sais qu'il y a un collectif qui a été préparé à travers le ministère de la Santé pour endiguer. Mais comme je l'ai dit, je ne me sens pas seulement sénégalais, je suis africain. Donc oui, il y a un collectif qui est en train de préparer par le ministère pour contrôler tout ça. Professeur, on a l'impression que plus la science et la médecine se développent, plus des maladies inconnues, vous les appelez émergentes, apparaissent. Comment le parasitologue que vous êtes explique ce paradoxe médical? En réalité, oui. Donc on pense qu'il y a l'impact, en tout cas il y a la main des chercheurs, avec ce qu'on appelle même au plan, ce qu'on appelle les organismes génétiquement modifiés. Oui. Certains ont pensé que même Ebola a été créé par des modifications génétiques des chercheurs. Je ne le crois pas. Moi, personnellement, quand il y a Ebola, et même Lassa, ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de voir au niveau du pays, avec des échantillons que j'avais, est-ce qu'il y avait des traces au niveau du pays au moins 20 ans avant? Parce que nous avons une banque de données génétiques qui date d'avant 2000. Nous avons vu que ça n'existait pas. Donc non, je ne suis pas d'accord avec ce qui pensent les chercheurs qui ont créé avec les recherches ces pathologies. Non, ce sont des maladies, quand on a vu tracer ces maladies, qui existent depuis plus de 50 ans en réalité. Le seul souci, comme je l'ai dit, ce sont des maladies animales. Pour certains de ces virus ou de ces pathogènes, ce sont des pathogènes qui existaient pendant longtemps chez les animaux et qui n'étaient pas pathogènes pour l'animal. Ils étaient là-bas, mais pas pathogènes. Malheureusement, aujourd'hui, avec nos proximités, nos habitudes alimentaires, culinaires, nos comportements avec les animaux, avec l'environnement, les modifications, les organismes génétiquement modifiés. Oui, mais pas jusqu'à créer des virus nouveaux. Non. Oui, nous faisons beaucoup de recherches en réalité par rapport à ça, mais je rassure les populations que ça n'a rien à voir avec la recherche. Ce sont des maladies naturelles connues de l'animal depuis des millénaires
qui aujourd'hui sont venus chez l'homme, parce que ce sont des zoonoses, on les connaît comme étant des zoonoses, maladies animales, mais aujourd'hui qui sont devenues en réalité des maladies aussi humaines, avec la transmission interhumaine. Avant c'était entre les animaux, après c'est entre l'animal et l'homme, aujourd'hui c'est entre les personnes. Non, comprenons que ce sont des maladies connues depuis, qui sont là maintenant et qui vont évoluer probablement. Le seul souci par contre, effectivement, on ne sait pas, il faut le dire également, qu'est-ce qui est à l'origine du cas de coronavirus, de cette capacité de mutation d'un individu à un autre. Ça n'existait pas avant. Pourquoi cela? C'est une question effectivement qui peut être en rapport avec cette interrogation. Et vous parliez tout à l'heure de gouvernance mondiale de la santé à travers l'OMS. Faut-il justement mettre en cause les politiques de santé publique? Je dis, avec le corona, on a compris qu'en réalité, le monde n'est pas réellement préparé pour gérer, en tout cas immédiatement, les maladies émergentes. La Chine est une puissance. Aujourd'hui, si cette histoire de corona a poussé le directeur de l'Organisation mondiale de la santé à faire une déclaration au nom de l'organisation pour dire arrêtez, parce que quand on a voulu isoler la Chine, c'est que les systèmes de santé à tous les niveaux, que ce soit en Afrique, à travers le monde, oui, ont des limites. On prouvait effectivement qu'ils ne sont pas en réalité très préparés, pas pour prévenir les infections, mais pour les arrêter, stopper réellement, rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est le cas en Chine, en Afrique où les moyens sont limités, qu'on le dise, on a certes parfois, parce que pour dérouler la santé, il faut identifier des priorités, comme je le disais tantôt. Il faut déterminer les objectifs et avoir les outils de mise en œuvre. Nous savons que sur ce plan, il y a un problème en Afrique, dans le qui est en voie de développement. Ça demande des ressources. À l'exception de quelques pays africains, notamment les pays maghrébiens. Je donne l'exemple de l'Algérie que j'ai très bien connu pour l'avoir aidé pendant 4 ans à gérer le paludisme. L'essentiel du financement de la santé provient du pays et on essaie de couvrir l'essentiel du pays. Dans nos autres pays en voie de développement, en tout cas au sud du Sahara, l'essentiel des investissements, il n'y a même pas 13%, en tout cas 15% qui viennent de l'État. Le reste sont des bailleurs de fonds. Et ce sont des bailleurs de fonds qui nous disent comment il faut faire. Et ils peuvent avoir leurs priorités qui ne sont pas les nôtres. Ce qui fait que parfois, vous voyez qu'en fonction des pays, pour certains pays, voilà la priorité. Je donne des exemples très simples. Si on voit par exemple la gratuité des soins, en Afrique, chaque pays a probablement sa stratégie. Allez, pour les urgences chirurgicales gratuites, en Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils privilégient ça. Si vous allez au Burkina, en Guinée, ils privilégient la gratuité pour les infections opportunistes. Si vous allez pour les soins de santé primaire gratuits, vous allez au Ghana, au Cap-Vert, au Sierra Leone, c'est gratuit. Au Sénégal, on parle de CMU, couverture maladie universelle, etc., etc. On parle également de prise en charge à domicile. Ça veut dire quoi? Nous avons toujours des soucis réels en Afrique, nous sommes vulnérables. Parce qu'on ne couvre même pas, malheureusement, les 70% de besoins en matière de prise en charge. Et il y a une disparité même à l'échelle d'un pays en Afrique. La santé, en réalité, l'accès aux soins, parfois même c'est gratuit par rapport au Sénégal, par rapport à des maladies très précises. Ce n'est pas le cas pour d'autres pays. Et les riches semblent être les plus privilégiés, où 33% en tout cas des soins de santé, en tout cas en matière curative, en tout cas 70%, je vais dire, sont pour les riches qui peuvent être parfois des minorités. Les 30% pour les majorités qui sont dans des conditions de dans des conditions de pauvreté. Et pire, les médicaments, par exemple, aujourd'hui en Afrique, le coût de la prise en charge ou des médicaments sont multipliés par 5 ou 6 en Afrique comparé aux pays développés. On me dira effectivement ils sont préparés en Afrique, en Europe et transportés ici. C'est pourquoi il est important à ce niveau qu'en Afrique, qu'on cherche à développer tout localement, ça va réduire les coûts. Les médicaments qu'on essaie de les développer à partir de notre pays. Tant qu'on se basera à importer des médicaments, tant qu'on se basera à importer le matériel que nous utilisons, on aura toujours un déficit en matière de prise en charge, en matière curative. Y arriver? Ça demande des moyens. Malheureusement, l'expertise est là et tout le monde sait qu'en Afrique, les moyens, en tout cas pour les pays au sud du Sahara, ne sont pas utilisés sur le plan financier pour arriver à cela. Et l'impact, je donne l'exemple, dans beaucoup de pays, comme au Sénégal, l'essentiel des prestataires, en tout cas des médecins spécialistes, sont au niveau des capitales des pays. C'est aussi bien au niveau du Sénégal que dans l'autre pays. Peu de spécialistes sont dans les régions. Il y a un problème de disparité entre les villes et la périphérie. Ça, également, malheureusement, c'est un des fléaux, c'est un des faiblesses du système de santé en Afrique. Il y a le problème de moyens, il y a le problème de ressources humaines, parce que si on prend le cas d'une population de 10 millions de personnes, normalement, pour combler le gap, il faut, en Afrique, 120 médecins qui sortent pour 10 millions d'habitants annuellement pour combler. Il y a une disparité
qui est là, au niveau de la prise en charge, au niveau des ressources humaines. Si vous avez, en Europe, pour 10 000 habitants, vous avez 36 médecins. Aux États-Unis, un peu pareil à ça. En Afrique, vous avez, en tout cas, pour l'essentiel, 2 spécialistes pour 10 000 habitants. En Afrique au sud du Sahara, en Afrique de l'Ouest, c'est à peu près globalement pour 10 000 habitants. C'est exactement la même chose par rapport aux lits d'hôpitaux. Oui, nous avons des problèmes en Afrique. Il faut que nos gouvernants investissent beaucoup plus dans la santé pour qu'on essaie de combler le gap. Alors, vous conseillez l'OMS, vous êtes également membre du comité exécutif de la Société américaine de médecine tropicale. Vous conseillez également l'Université Harvard de Boston aux États-Unis. Votre mission de conseiller spécial de cette université consiste à proposer les meilleures stratégies en matière d'enseignement et d'innovation stratégique et technologique pour l'éradication du paludisme. Cela correspond à quoi concrètement et quelle est la part de l'Afrique? Concrètement, d'abord permettez-moi de remercier la Fondation Bill et Melinda Gates, mais particulièrement Bill Gates, qui vraiment m'a fait l'honneur de me consulter il y a de cela un an et demi, pour partager avec lui ma vision du monde pour l'éradication. Immédiatement que j'ai proposé mon plan stratégique, il l'a adopté. Ce qui fait que ce projet a été en train d'être mis en œuvre au Sénégal, va démarrer, pour essayer d'utiliser le Sénégal comme une sorte de vitrine, d'école pour les pays. Je ne parle même pas de l'Afrique, mais pour le monde. Vous êtes enfin prophète chez vous? Oui, je peux le dire ainsi, même si pour moi le plus important, c'est faire en sorte que les autres soient prophètes chez moi. Parce que nous avons un rôle de citoyen, nous voulons être un citoyen modèle. Faisons pour les autres, notre propre personne n'est pas importante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ici 2 semaines, entre le 15 et le 17, je reçois une délégation africaine venant de beaucoup de pays qui viennent apprendre de nous ce que nous avons pu faire en matière de stratégie pour la lutte contre le palud, basée sur la recherche. Parce qu'on a compris que pendant longtemps, les gens ont mis beaucoup d'argent sur la recherche dans le cadre de la prise en charge et de la prévention, comme au Sénégal, mais aujourd'hui, on a du mal à atteindre le point zéro. Et avec la recherche, on a eu des évidences scientifiques. Et Bill Gates a voulu que le Sénégal soit un exemple. Donc, ils vont venir apprendre de nous ce que nous avons fait, parce que la recherche a beaucoup appuyé le Sénégal, c'est ça la vérité également, pour que le Sénégal arrive à un niveau où on parle de préélimination à l'échelle d'ici 2025. Il y a un financement important venant de cette fondation. Je l'assume. Sur le plan technologique, sur le plan de la formation, sur le plan également de la mise en œuvre. À combien on peut l'estimer? C'est difficile d'en parler parce que ce sont des choses, en tout cas, d'après les conventions qu'on a avec Bill et Melinda, surtout avec Gates, ce sont des points sensibles, il ne veut pas qu'on en... Parce que il évite de créer des frustrations pour les pays africains. Parce que nous sommes les premiers pays à avoir... En tout cas, je suis le premier expert en matière de recherche sur le palud avec la génomique qui a reçu un financement pareil pour aller vers l'éradication en matière de leçons apprises. Donc ces Africains vont venir ici et vont apprendre. Donc c'est très sensible parce qu'ils ne veulent pas personnellement qu'il y ait des frustrations à travers le monde. Maintenant, si demain eux ils vont apprendre du Sénégal d'ici 2 semaines, après ils partent, ils vont voir également comment faire pour les former. Mais c'est assez important. Cette mission d'éradication du paludisme s'appuie probablement sur ce test de diagnostic Illumigène Malaria. Quelle est sa résonance aujourd'hui auprès du monde scientifique, mais aussi auprès des décideurs des politiques publiques, des politiques de santé? Auprès du monde scientifique, je pense qu'une personnalité comme Bill Gates ne reçoit pas une personne parce qu'il est entouré des scientifiques les meilleurs de ce monde. Donc il y a tout un ensemble qu'il prend en compte, notamment ce que vous avez fait avant et ce que vous venez de faire. Tout le monde sait effectivement, les scientifiques ont compris. Parce que ce qui valide un test, c'est vrai, le décret, le brevet, mais c'est surtout la publication au niveau des revues reconnues à travers notamment Nature. Et ce test a été publié dans les revues Nature qui a permis de prouver effectivement que le monde scientifique l'a accepté. Et si l'Algérie m'a contacté il y a de cela en 2016, après immédiatement le test, et de voir comment utiliser ce test et d'autres stratégies pour aider les pays. Et si aujourd'hui pas mal de pays européens sont en train de l'utiliser, c'est parce qu'effectivement beaucoup ont compris ça. C'est vrai que dans nos pays en voie de développement, je le disais tantôt, malheureusement nous avons des maigres ressources et très souvent, pour certains pays, c'est l'agenda d'autres qui est déroulé. Et il y a des conflits d'intérêts. C'est difficile à mon niveau parce que je conseille l'Organisation mondiale de la santé. Il y a des notions de conflit d'intérêts. Je ne peux pas défendre mon test parce que je suis un conseiller de l'Organisation mondiale de la santé. Donc d'autres le feront. C'est également le cas au niveau du Sénégal où je suis le premier conseiller, en tout cas l'un des experts du palud pour conseiller le ministère de la Santé. Mais ce qui est clair, les pays qui l'ont compris, en tout cas, et qui ont les moyens, parce que très souvent nous avons des tests ici,
Mais tout le monde sait aujourd'hui que ces tests ont leurs limites. Hein. Ça, nous l'acceptons tous, tout le monde le sait. Ces tests ne nous permettent pas de régler les problèmes. Oui, mais donc, pourquoi on les moyens n'adopte pas ce financiers, test? Les moyens financiers, ils me suivent, hein, ils vont écouter cette intervention. Ils m'ont approché encore il y a ça 1 mois, 2 mois, parce que, comme je l'ai dit, nous sommes appuyés par les bailleurs de fonds, et les bailleurs de fonds, il y a des conflits d'intérêts. Beaucoup d'entre eux, en réalité, sont eux qui vont créer d'autres tests, c'est eux qui les vendent. Donc, ils préfèrent vous dire acheter celle et c'est eux qui dirigent. Donc, nous ne sommes pas libres parfois par rapport à nous-mêmes, ce qui fait que... Mais nous poussons, parce que moi, mon seul objectif, c'est de faire en sorte que les pays soient free of malaria. Et c'est le cas. Malheureusement, je devais aller en Chine, parce que la Chine arrivait à un niveau où on devait l'aider à finaliser pour avoir une certification. Et ce sont des tests comme ça que nous avons utilisés, que nous utilisons, même si, comme je l'ai dit, nous sommes dans un pays en voie de développement. C'est difficile. Mais avec les moyens du bord, personnellement, même sans ces tests, moi, je vais pousser le programme, je vais pousser l'Afrique à aller vers l'élimination. Oui, mais ce test, restons. La question vous est souvent posée. Il faut combien pour faire ce test, puisque vous parlez de moyens? Oui, si vous prenez le cas du TDR, ça tourne autour de $2. Ce test est beaucoup plus cher en réalité, c'est 5 fois plus que le TDR. Donc ce qui fait que certaines préfèrent dire, ok, on vous donne 1 million de tests, parce qu'ils ont des enveloppes. Cette enveloppe, parce qu'ils voient sur la quantité et non pas sur la qualité, sur le nombre. Ils préfèrent dire, ok, on a donné 1000 tests ou 1 million de tests, parce que voilà notre enveloppe, que dire que nous avons donné 100 000 tests par rapport aux moyens que nous avions, par rapport aux moyens qu'on donne. Parce qu'ils jouent sur le montant donné, mais surtout sur la quantité. Mais ce qui est clair, quand on va arriver à un certain niveau, ces tests que nous avons aujourd'hui vont devoir laisser la place à des tests comme Elimigène Malaria. Alors, il y a des questions très rapidement sur Facebook. Il y a, par exemple, Pape Alioune Ndiaye. Quand le professeur a découvert Elimigène Malaria, qu'est-ce que l'État du Sénégal a fait en termes d'acquisition de cette innovation? Ça nous ramène au sujet que nous évoquions tout à l'heure. Kadia Fall, en tant qu'expert du paludisme, que pensez-vous de l'artémisia qui se commercialise actuellement sous forme de sachet? Mais d'abord, Pape Alioune Ndiaye. Pape Alioune, je réponds à la question. Oui. Je pense que, comme je dis, il y a un conflit d'intérêts. C'est difficile de défendre son propre bébé. Et c'est aux autres de le faire. Ça, c'est par exemple, l'État du Sénégal. Bon, je sais qu'ils sont en train de bouger. Hein. Je suis un patriote, c'est pourquoi moi, c'est difficile d'essayer de dire des choses qui vont à l'encontre de nos intérêts étatiques, gouvernementaux, parce que je veux rester républicain. C'est pourquoi je suivrai le gouvernement par rapport à ça. Je n'ai pas de problème majeur sur ça. L'artémisia qui se commercialise sous forme de sachet. Ce que je suis en train de voir, la réalité est extrêmement dangereuse. Nous avons des résistances. On vient de parler du coronavirus. Parce que quand nous parlons pas pour parler. Sinon, moi, j'aurais dû tout faire pour que Elimigène soit le test. Ce n'est pas important pour moi. L'essentiel, c'est que le Sénégal soit un pays où la santé est assurée. L'artémisia est une plante, extrait d'une plante qu'on appelle Kingaou. C'est l'origine également des médicaments ACT. Mais tout le monde est d'accord, en tout cas les scientifiques de ce monde sont d'accord, que l'immunothérapie sont à l'origine de l'échec de la chloroquine, l'échec du fansidar et aujourd'hui l'échec de d'autres médicaments tels que la quinine qui a laissé la place à l'artémisinine. Si j'étais persuadé que l'artémisia était la solution, personnellement je défendrais ce produit. Oui, il fait partie de la composition en tant que principe des ACT, mais le dosage pose problème. Mais surtout, on évite la résistance. Parce que le danger qu'il y a, même si l'artémisia aujourd'hui était à lui seul capable de traiter le paludisme, et qu'on ne prévient pas les résistances, parce que les parasites mutent comme le virus corona, mutent à temps réel. Et si on laisse l'artémisia seul avec le parasite, il va muter. Et demain, l'ACT que nous avons, la composition est basée sur l'artémisia. Et si on a artémisia tout court, on va aller vers des résistances. Et s'il y a résistance, demain, Mamadou, on n'aura plus de médicaments pour traiter le paludisme. On va revenir à une situation comme le coronavirus. Je rappelle que vous suivez le jury du dimanche iRadio ITV qui reçoit professeur Daouda Ndiaye, chef du département de parasitologie de l'UCAD. Nous allons parler de questions sociales, mais avant tout cela, comment en êtes-vous arrivé à rencontrer Bill Gates, cet homme le plus riche du monde qui pèse 110 milliards de dollars américains? Je suis heureux d'avoir rencontré ce monsieur et ça prouve que le système public sénégalais est l'un des meilleurs au monde, quelles que soient les difficultés que nous avons. Ça veut dire quoi? En termes de produits, nous formons les meilleurs.
Ça, il faut l'accepter. Et c'est pourquoi j'ai un conseil technique à l'université Harvard, spécial, j'allais dire, un conseil technique à l'OMS. Et je suis un pur produit de l'école sénégalaise. C'est parce que ce monsieur a vu que pendant 15 ans, 20 ans, j'ai travaillé sur la recherche. J'ai fait de belles choses, extrêmement importantes pour le monde. Et il a compris par rapport à mes travaux scientifiques. J'ai publié plus de 400 travaux scientifiques dans des revues comme Nature, Science, Genomics, Genome, Cells, etc. Beaucoup de conférences, plus de 40 pays, j'ai fait de conférences. Il a recherché, il a compris que peut-être que ce monsieur, si je l'écoute, il pourrait avoir la solution sur beaucoup de choses. Et sur cette question-là, sur cette base-là, que lui-même, il m'a contacté pour une rencontre, pour voir. Et là, ça venait après ma mission de l'Algérie, parce que j'ai aidé l'Algérie à éliminer le paludisme, avec d'autres experts africains, mais également après la nomination au niveau du conseil exécutif de la Société américaine de médecine tropicale et au niveau de l'université Harvard. Il a compris que ce monsieur, on doit l'écouter et discuter avec lui par rapport aux perspectives. Et c'est comme ça qu'il m'a reçu. Il aurait dû pu recevoir d'autres experts, hein, mais j'ai eu le privilège d'avoir été l'homme, en tout cas, en matière de santé, qu'il a reçu pour écouter ma vision du monde. Donc je m'en réjouis et j'en suis fier parce que je suis un Sénégalais issu du produit de l'école sénégalaise. On sait que Bill Gates, c'est un philanthrope. Sa fondation, Bill et Melinda. Est-ce que cette rencontre a été un élément déclencheur de la création de votre mouvement Action? On vous voit beaucoup sur le terrain aujourd'hui, vous sillonnez les différentes régions du Sénégal. Je dis oui. Parce que quand j'ai compris cet homme, quand je l'ai vu, lui, il est l'expert de l'informatique, de Microsoft, qui a voulu tout laisser et investir dans le social. Parce que Bill est un homme social. Quand j'ai écouté ce monsieur, j'ai discuté avec lui, vu son staff, et par rapport à sa vision, j'ai compris que moi aussi, mon rôle par rapport à ce que... Parce que quand je l'ai rencontré, avoir ce privilège, j'ai compris également que je dois donner le privilège à d'autres personne par rapport à ce que j'ai. Et c'est pourquoi, étant un patriote d'abord, et ça m'a réconforté par rapport à l'idée que j'avais, parce que le mouvement Action, je l'avais en tête depuis plus de 10 ans et plus de 15 ans. Mais il me fallait des moyens, il me fallait une vision. Parce que je suis originaire de Pékin, dans la banlieue sénégalaise, à Pékin, à Guinaouraï, vivant dans des conditions très difficiles. Difficiles où les populations ont besoin d'aide. Et Bill aide les populations qui ont besoin d'aide. Et j'ai compris également que comme j'avais une vision d'aide sociale, arrivé à un niveau où le monde a besoin de moi, et je vends mon expertise. Un Bill, je lui vends mon expertise. D'autres pays, je leur vends mon expertise. Ça a généré beaucoup d'argent. Et je me suis dit, maintenant il est temps de retourner vers la population et partager avec... J'aurais pu rester avec eux. J'ai eu la possibilité depuis longtemps d'avoir la nationalité américaine, avec l'université de Harvard, avec le conseil spécial, avec tout ce que j'ai eu la possibilité. Avec Bill, j'ai eu la possibilité de travailler directement avec lui. J'ai préféré faire comme lui. Parce qu'en réalité, l'un des aspects pour lesquels il a fait appel à moi, il a compris que cet homme ne va pas rester aux États-Unis. Probablement. Et lorsqu'on a discuté, il a compris qu'il peut compter sur moi pour l'Afrique et pour le monde. Et c'est la philanthropie, telle qu'on la connaît chez un Bill Gates, a un répondant au Sénégal qui se caractérise aussi par une certaine forme de solidarité, de don de soi. Et c'est ça, je suis d'accord. Parce que le don de soi, c'est obligatoirement pour tout le monde, pour tout chacun. Quand Dieu vous donne tout, et quand pour moi, je pense que j'ai une dette, j'ai toujours à l'idée que j'ai une dette envers le pays. L'école sénégalaise m'a tout donné. Je suis né dans un hôpital public. Je suis originaire d'un milieu très pauvre, je l'ai dit. Diminué pauvre, je l'ai dit, je peux dire ainsi. Et que j'arrive à un certain niveau où je fais partie des références de ce monde en matière de recherche, en matière de santé et de formation. Il est important que je reprenne tout et je donne à la population. Et c'est pourquoi, pour moi, j'appelle à tous les Sénégalais de tous bords, qui sont issus, qui sont de l'étranger, que ce pays ne se fera pas sans nous. Les Français, les Européens et les Américains ne feront pas notre pays. C'est à nous de revenir et d'aider ces populations qui nous ont aidés. Parce que Mamadou, pour être bref, le budget qui a été utilisé pour me former des Sénégalais ne provient pas d'un seul système, il provient des populations, avec les taxes et les impôts. Si on arrive à un certain niveau, nous devons reprendre cet argent, c'est une masse importante d'argent, ce sont des centaines de millions qu'on doit réinjecter au peuple. Parce que nous avons chacun une dette envers son pays et chacun doit aider l'autre. L'État ne peut pas tout faire, on doit accompagner l'État. Bill Gates, c'est 110 milliards de dollars. Tout à fait, je suis d'accord. Et une partie de cette fortune, aujourd'hui, vous sert? J'avoue que la fondation Bill m'appuie. Ça, il faut le dire, la fondation Bill m'appuie. Et je dois le remercier profondément. Il m'appuie et il m'aide en vision stratégique. Et vous ne pouvez pas dire... Non, je ne parlerai pas de... Mais ma rencontre avec lui, avec Bill, a été déterminante dans ma vie. Et Ibrahim Bousso qui relève quand même ceci, la fondation Bill Gates avait un projet au Sénégal pour le traitement des eaux usées et la transformation des matières fécales pour en faire de l'or, pour que le dysfonctionnement sur la distribution de l'eau reste un vieux souvenir. Vous êtes au courant de ce projet? Oui, je suis au courant et c'est un projet innovant. Vous pouvez en dire? Oui, on a vu les reportages partout. Bon, parfois, malheureusement,
à travers les réseaux, par rapport à certaines personnes, beaucoup commentent sur des choses qu'ils ne maîtrisent, des choses que les personnes qui ne maîtrisent pas. Oui. Et c'est dommage parfois. Oui, c'est une transformation. Gestion des déchets environnementaux, ça c'est important pour le pays parce que les déchets domestiques, voilà, des eaux usées, il faut les transformer, il ne faut pas les jeter dans la nature. C'est une sorte de transformation de cette eau. Et j'ai vu, parce qu'à un moment donné, j'ai vu que d'autres disaient que cette eau qui est utilisée pour le Sénégal comme eau de boisson, ce qui n'est pas le cas. Cette eau est utilisée probablement dans... C'était clair que cette eau qui est issue de ces traitements, effectivement, était une eau qui était débarrassée de tout pathogène en réalité, pour l'essentiel, et que les gens utilisaient pour d'autres activités, mais pas pour la boisson. Oui, Bill, comme je l'ai dit, il investit dans beaucoup de secteurs. La santé d'abord, mais dans tous les secteurs sociaux, il investit. Et donc, que ce soit moi, que ce soit Mamadou ou Bill, quand quelqu'un est en train de faire un travail social, parce qu'il n'a aucun intérêt. L'homme le plus riche du monde, le plus puissant, n'a pas un intérêt quelque part pour faire des choses pour son nom. Non, il est là pour aider. C'est comme ma personne, je suis là pour aider. On le commence ainsi, soyons positifs et fonçons, parce que le pays en a besoin. Est-ce que votre mouvement Action s'investit dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Cleaning Day, dit plus simplement le 7 septembre, Si vous suivez ma page Facebook, qu'on a déjà connu, ouais, si vous suivez ma page Facebook, vous êtes impliqué? Nous sommes impliqués dans l'éducation avec les journées d'excellence. Aujourd'hui, l'année passée, on nous a donné les kits, la chimie à plus de 20 000, 25 000 élèves. Ne serait-ce que le mois de janvier, on l'a fait. Nous sommes impliqués dans l'éducation, dans la formation, dans la santé et dans l'environnement, y compris même l'aspect élevage. Oui, si vous visitez dans ma page Facebook, nous sommes impliqués parce que, et puis surtout que c'est un appel du président de la République. Tout citoyen doit suivre cet appel. Oui, ce matin, je suis à l'Edantec. À l'Edantec, il y a le Cleaning Day. Hier et demain également, on va continuer. Et je suis impliqué, mon mouvement est impliqué à l'échelle nationale. Le terrain social, c'est une question qui vous est posée par les Facebookers. Il y a même nos confrères de l'AS qui en parlent. Professeur Daouda Ndiaye est prêt à se lancer dans la politique? Non, parce qu'en réalité, par rapport à la politique sénégalaise, ça veut dire. Oui. Parce que la politique sénégalaise, Mamadou, moi, nous sommes de la politique de développement. Mais la politique telle que conçue au Sénégal peut poser problème à plusieurs niveaux. Parce que très souvent, il n'y a rien de mal dans la politique, hein, en tout cas, mais malheureusement, il y a certaines qui utilisent la politique pour arriver à des stations et pour avoir des moyens. Tout le monde sait que l'homme que je suis aujourd'hui, si c'était pour des moyens, si c'était pour une position, je ne reviendrais pas au Sénégal. Parce que j'ai eu toutes les propositions du monde. Et si Bill a voulu m'aider au niveau du Sénégal, c'est parce qu'il a compris que nous dépensons... Beaucoup utilisent la politique pour des moyens familiaux, des moyens locaux. Nous sommes à l'abri du besoin au moment où je vous parle. Donc, ma place aujourd'hui, c'est au niveau de la population, parce que cette population a besoin non seulement d'argent, mais de chaleur humaine. Donc, si on m'attend sur le terrain politique que fait les Sénégalais, on ne me trouvera pas là-bas. Votre mouvement est uniquement social? Ce n'est pas un mouvement politique? Non, parce que... Il n'annonce pas une descente prochaine dans l'arène politique? L'arène politique, comme je l'ai dit, c'est pour aller demander les postes de mairie, tout ça, etc. Nous sommes là pour le développement du pays. Pourquoi pas la présidence de la République? Vous parlez de mairie. Oui, vous avez cette ambition? Mamoudou, ce qui se passera demain, Dieu le sait. Mais au moment où je vous parle, tout ce qui m'intéresse, et comme je l'ai dit, je reviens à Bill Gates. À un moment donné, on en a discuté. Pour moi, ce qui est important, et ce que je dirais partout, tout ce qui permettra au Sénégal de se développer, je suis partant. Vous ne voulez pas répondre de manière précise à cette question? Mamoudou, je ne peux pas être plus précis que ça. Très bien. La seule chose, encore une fois, demain sera demain. Ce qui est clair aujourd'hui, dans ma tête, et dans ce que je fais, ma seule vision aujourd'hui, c'est d'aider les populations et faire en sorte que le Sénégal soit un pays en développement, en aidant l'État, en aidant les collectivités territoriales et locales. Mais j'en termine vraiment 10 secondes. Découverte de déchets sanitaires sur la plage du Cap Manuel, non loin de l'hôpital de Dantec. Vous y travaillez, un hôpital qui a annoncé la panne de son incinérateur. Y aurait-il un lien? Oui, malheureusement, nous sommes... et là, c'est un peu le déficit que nous avons en Afrique. Ce n'est pas uniquement le cas de Dantec, vous le verrez ailleurs. Nous avons des incinérateurs, parfois on a un problème d'experts pour la gestion de ces machines, mais ce n'est que temporaire. Très souvent, je ne suis pas certain de cette information, je dois l'assumer, mais effectivement, ce sont des déchets qui sont transformés de l'incinérateur
pour qu'il y évite, parce que ce sont des déchets peuvent être biomédicaux très très dangereux pour la nature et très catastrophiques si on les jette dans l'environnement. Oui. Donc je ne pense pas qu'on puisse arriver à ce niveau-là, parce que si c'est le cas, c'est assez déplorable et tout de suite trouver une solution pour réparer. Faut-il criminaliser le trafic des faux médicaments? Totalement d'accord avec, c'est pourquoi j'ai bien suivi les chefs d'État avec le président qui était parti, en tout cas de Togo, pour discuter de ça. Ces faux médicaments sont dangereux pour deux choses. Dangereux pour l'économie, parce que des personnes qui ont été formées, des pharmaciens qui ont été formés pour préparer, pour vendre ces médicaments, pour les dispenser, et que d'autres le font à la place, ceux qui le font sont des criminels. Bob Marley avait dit « legalize it », faisant allusion au chanvre indien, à la marijuana. Il faut légaliser le chanvre indien, la consommation. Aucun spécialiste de la santé n'approuvera cela, parce que le chanvre indien rend fou. Ah oui, parce que il transforme tout chez l'homme. Et puis au fur et à mesure qu'on le prenne, à un moment donné, on perd ses capacités intellectuelles. Pourtant, aux États-Unis, pays que vous connaissez, dans certains États, il y a cette légalisation. Non, il faut prendre ça avec des pincettes. C'est-à-dire que si vous en gardez, c'est-à-dire qu'on confond parfois même l'alcool et certaines drogues. Certaines drogues, les morphines, cette morphine que vous connaissez, sont dans les médicaments. Mais il faut séparer l'aspect curatif de l'aspect utilisation individuelle qui peut être avisé. L'alcool n'est pas dangereux si on l'utilise à un certain niveau. Mais pour des raisons d'abus et qui peut conduire à des choses incontrôlées, on a tout le monde, que ce soit les religions, mais les États également l'ont interdit. C'est la même chose pour ça. Si on légalise, on va pousser les populations à en faire usage quotidien, un usage quotidien, irréfléchi, incontrôlé, et demain, on ne va plus pouvoir contrôler ces jeunes, et malheureusement, ils vont finir par être des personnes où psychologiquement ils sont out of them. Merci, professeur Daouda Ndiaye, d'être venu à l'émission Le Jury du dimanche iRadio ITV, présentée par Mahmoud Ibra Kane. Sur les réseaux sociaux, Binta Alexandra Ndiaye et Biram Pouy, Abdoulaye Ndiaye, Babacar Ndiaye, Ibamar pour le son. Merci donc à Imedia SN aussi avec Babacar Fall et notre photographe Pape Doudou Diallo. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.